Le Maroc, c'est ça. Il faut être capable, en fait, de s'adapter. Si on n'a pas cette capacité, je pense que ça va être une galère. Ça va être une perte d'argent, perte de l'énergie et perte d'ambition aussi. Ce n'est pas Dubaï, mais ce n'est pas l'Europe non plus. Donc, la particularité du Maroc, en fait, et la complexité du Maroc, vient du fait que les gens se lancent sans vraiment connaître l'environnement, connaître le Maroc, connaître les spécificités du Maroc. C'est pour ça que je conseille toujours, avant de lancer un projet au Maroc, déjà, essaye de venir passer 4, 5, 6 mois, en fait, pour comprendre. Et aussi, en fait, savoir si on est adapté à ce pays ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a une idée qui marche en France que l'idée n'existe pas au Maroc ou va marcher au Maroc. Tout ce qui existe en Europe, on le retrouve ici. Tout ce qui existe aux États-Unis, on le retrouve ici. Peut-être que ça va surprendre, mais il y a beaucoup d'émireux qui viennent pour lancer des projets, mais qui réussissent pas, qui repartent. Il n'y a pas d'impôt au Maroc, non, c'est faux. Quand on gagne de l'argent, on paye un impôt. Parfois même, on paye un impôt sans gagner de l'argent. On part de l'idée que l'entrepreneuriat, c'est facile. Alors que le plus dur métier, en fait, c'est celui de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, je pense, c'est partout. Il est difficile et il doit l'être. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat est facile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas préparés, en fait, à prendre des risques, qui vont se lancer, qui vont se casser la gueule. Salut les amoureux du Maroc, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Aujourd'hui, je suis avec Abdou, qui est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne. C'est notre troisième Ouais. interview. Et avant qu'on commence, je voulais juste vous dire, vous n'avez pas besoin de prendre de notes parce que vous avez un PDF récapitulatif dans la description avec tout ce qu'Abdou va vous partager. On fera un petit résumé de tous les points importants qu'il nous a transmis. Bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Bah, merci Stéphane. Ça fait toujours plaisir de te retrouver sur la chaîne de Vivre, Entreprendre et Vivre au Maroc. C'est un réel plaisir. Et aujourd'hui, on a un beau décor, on est chez toi à Marrakech. Ouais, on est dans le lieu tant attendu. Donc, peut-être et je l'espère, quel sera notre endroit à Marrakech en fait. C'est et le lieu de vivre et entreprendre au Maroc. Et c'est à Marrakech. Cool. Ouais. Bah, tu peux inviter tout. Euh, Enfin, tout ce que tu veux en fait, interviewer à Marrakech. Voilà, le lieu est à toi. Merci. Toi, tu es en contact avec des entrepreneurs, des étrangers, des MRE, des Marocains qui font des projets. C'est quoi tes observations récentes sur leur engagement et leur activité? Enfin, dans tous les profils en fait que je crois sur cette aventure de l'entrepreneuriat, création d'entreprise, il y a trois profils, je pense. Il y a de profils d'entrepreneurs, c'est-à-dire que je peux qualifier de vrais entrepreneurs. Donc, ils se lancent en connaissance de cause, en ayant, je dirais pas tout préparé, mais enfin, ils se sont préparés en fait personnellement, psychiquement, à une dure bataille. Donc, généralement, c'est le type qui réussissent qui réussit le plus. Une bataille, hein? Ouais. Moi, vraiment, c'est même une guerre. Parce que, Parfois, une- ça devient une guerre, ouais. voilà, parce que parfois, en fait, ça peut, durer une année, 2 années, 3 ans même pour que le projet, en fait, se mette en place et commence à générer de l'argent, à générer des bénéfices. Il y a ceux qui se lancent parce que ils ont pas très bien compris qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat, lancer un business. Elles pensent qu'il suffit de créer une entreprise avec des cartes visites, des flyers et un site internet que ça va commencer en fait à rapporter de l'argent. Ce type, généralement, en moins d'une année, ils mettent la clé sous la porte. Parce que ça marche pas, les flyers, hein, il faut le dire. Ça marche pas, non. Ça marche Ça pas en marche fait. plus. Enfin, ça peut aider, mais c'est pas vraiment ce qui fait en fait Faut le pas tout baser business. là-dessus, ouais. Voilà, c'est pas ce qui fait en fait. C'est même la publicité, c'est très important, mais c'est juste un moyen. Le plus important dans l'aventure, c'est l'entrepreneur. C'est son mental en fait. C'est la pugnacité de l'entrepreneur et son mental. Les, L'idée, elle est très importante, mais pas tant que ça. On peut avoir une très bonne idée, l'histoire de l'entrepreneuriat et plein de très bonnes idées qui ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils étaient portés par des entrepreneurs qui étaient pas persévérants. On peut faire d'une idée banale un business qui réussit. Les gens, ont du mal en fait à comprendre ça.
C'est on se lance dans l'entrepreneuriat comme on se lance dans une mode. Et malheureusement, beaucoup en payent les frais, en fait. Et c'est-à-dire un type intermédiaire, Ouais. c'est des gens, ce que j'appelle en fait des gestionnaires qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ce sont de très bons gestionnaires. Si on leur confie la gestion d'un business pour autrui, pour une entreprise, pour quelqu'un d'autre, vraiment, elles vont le très, très, très bien gérer. Mais quand il s'agit de gérer leur propre business, ils ont toutes les difficultés du monde. Il y a ceux qui réussissent parce qu'avec le temps, ils apprennent. En fait, ils apprennent à sortir du profil purement gestionnaire pour en fait entrer dans le profil de entrepreneur. Et ces gens-là, parce que je remarque en fait leur point faible, c'est l'aversion au risque. En fait, quand il s'agit en fait de leur propre argent, leur propre expérience, enfin aventure, ils sont réticents en fait au risque. Du coup, bah, ça les empêche de se lancer, en fait, ça les empêche en fait enfin, tout simplement de prendre le risque en fait. Oui, parce qu'entreprendre, c'est prendre des risques. C'est ça en fait la base de l'entrepreneuriat, c'est prendre le risque. On se lance sans savoir que voilà, ça va réussir. Et donc, et on va compter sur son endurance, sur sa persévérance, sur son travail, sur ses valeurs, parce que ça compte beaucoup en fait les valeurs dans l'entrepreneuriat. Il faut vraiment avoir ses propres valeurs. En fait, c'est des valeurs en fait qui sont valables dans tous les autres aspects de la vie. Pour compléter ce que tu dis, dans les entrepreneurs, il y a aussi le profil qui va être créatif, le profil qui va exécuter, le profil qui va coordonner, qui va communiquer. Et parfois, on n'est pas conscient que pour tel poste, j'ai besoin de ce type de profil. Exemple, un créatif, tu vas pas forcément le mettre à faire des tâches répétitives ou inversement, tu vois. Oui, quand il s'agit de construire, en fait, constituer son équipe. Ça, il faut vraiment mettre le bon profil. Savoir ce que tu veux. Voilà. Mais quand on est soi-même entrepreneur, surtout ça a l'air Il faut tous les profils. au début enfin, de l'aventure, du projet, il faut vraiment, ça a l'air se mettre à tout. Je dirais pas tout faire soi-même, parce que ça va être en fait une perte de temps. Parce il y a des aspects en fait du projet sur lesquels je peux, par exemple, en tant qu'entrepreneur, créer de la valeur. Donc, c'est mieux en fait que je me concentre le plus sur là où j'ai de la valeur. En fait, je peux apporter de la valeur et chercher soit des freelancers, soit à embaucher, soit même parfois de faire appel à d'autres entrepreneurs en fait en contrepartie. C'est une sorte de troc. Je t'aide, tu m'aides. Par exemple, parce que voilà, par exemple, toi, je sais que tu es très bon dans tout ce qui est, enfin, publicité digitale et tout ça. Je peux par exemple dire, voilà, Stéphane, j'ai besoin d'un coup de main, par exemple, sur cet aspect. Moi, en contrepartie, je peux t'aider sur les aspects juridiques, comptabilité et tout ça. Il faut en fait, voilà, c'est-à-dire être un peu créatif aussi c'est-à-dire dans sa façon de gérer ses moyens. Et si tu cherches un bricoleur, il faut pas m'appeler. Ouais, oui, Chacun a ses talents, voilà, quoi. il y a enfin, il y a d'autres personnes en fait enfin, d'autres entrepreneurs qui sont bricoleurs. Donc c'est un peu en fait, enfin, après si j'ai les moyens, par exemple, j'ai un budget, un fonds de roulement assez conséquent qui peut me permettre de faire appel en fait à de la main, enfin à des ressources en fait spécialisées. Ça c'est encore mieux parce que ça va permettre au projet en fait de croître rapidement. Ça va me permettre aussi de me concentrer sur là où je peux apporter de la valeur, c'est-à-dire la recherche des clients, prospection des marchés et même c'est-à-dire l'amélioration de l'idée par exemple du projet, le lancement d'autres idées et d'autres projets. Mm. C'est ça. Au début, t'es un petit peu multicasquette. Quand t'as pas d'associé, tu fais un peu toutes les tâches. Effectivement, ouais. Moi, j'ai commencé en premier, j'ai délégué avec un monteur et puis avec un assistant. Mais au départ, je faisais tout moi-même. Et l'idéal, comme tu dis, c'est que l'entrepreneur reste dans sa zone de génie, là où il est le meilleur et tout le reste, il délègue. Ouais, là où il peut apporter de la valeur. Sinon, il va être en fait empêtré dans des tâches sans valeur ajoutée. Il va se perdre. Il va se perdre. Alors que par exemple, un entrepreneur, il a de la valeur dans la recherche des marchés, dans la recherche du financement, par exemple. Le travail sur, par exemple, s'il s'agit d'un produit, sur le prototypage, par exemple, du projet, l'amélioration du produit, l'amélioration du produit, toutes les,
En fait, toutes ces questions, en fait, c'est là où ils peuvent vraiment, elles doivent, enfin, où ils doivent concentrer son énergie. Toi, ça fait combien d'années que tu accompagnes des entrepreneurs? Ça fait une dizaine d'années maintenant. Ouais, 2025, c'est 10 ans, exactement 10 ans. 2020, 2015-2025, c'est 10 ans en fait. En 10 années, est-ce que les profils ont changé? T'as vu des changements? Euh, ouais, il y a une montée en croissance de profils jeunes, de jeunes entrepreneurs axés sur les nouvelles technologies, sur le digital. Alors il y a une dizaine d'années, ils étaient pas très nombreux. Donc vraiment, ils étaient très rares. Enfin, en 2015, 2016, 2017, c'était plus dans les travaux, et tous les services sont faits liés aux travaux de construction et génie civil. Là, il y a tout ce qui, enfin, maintenant, il y a des profils de commerce électronique. Enfin, elle a explosé depuis maintenant, juste après le Covid. Tout ce qui est création digitale, tout ça, c'est des profils qui sont de plus en plus, en fait, nombreux. Et imagine si le Maroc était ouvert sur l'international au niveau des paiements en ligne et tout ça, ça exploserait encore plus. Ouais, je pense vraiment, ça va vraiment exploser énormément. On attend ça. Ouais, parce que déjà, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans ce domaine avec des solutions de bricolage, en fait. Ils passent énormément de temps et d'efforts à trouver, en fait, des solutions pour ces questions de paiement. Alors que on a le système monétaire marocain ouvert sur l'étranger, c'est-à-dire ouvert complètement. Ça va leur permettre de gagner du temps. Et il y a d'autres, en fait, enfin, elles voulaient se lancer, parce que j'en ai reçu, en fait, en tant que client, mais ils se coincent sur ces questions de paiement. Ouais. Parce il faut un peu d'autres associés, parce enfin, on flirte avec les limites de la loi pour certaines solutions. Et c'est pas aussi tout le monde qui a la capacité, enfin, qui a les moyens déjà d'avoir des comptes à l'étranger, ou surtout pour les Marocains, enfin, les Marocains résidant au Maroc. Quand on est européen, étranger ou émireux, on a cette possibilité d'avoir des comptes à l'étranger. Donc, ça peut parfois, en fait, permettre de gérer cet aspect. En 10 ans, t'as vu beaucoup d'entrepreneurs réussir, t'en as vu qui ont échoué et t'en as qui ont disparu dans la nature. Euh, Ma question c'est quoi la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent de ton observation? La différence, je pense, ça va nous renvoyer à la première question. C'est le profil, en fait, du porteur du projet, de l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire sa résistance mentale, sa pugnacité, en fait, et sa conviction, sa croyance, en fait, dans son projet. C'est-à-dire que je me lance dans un projet en sachant que je vais galérer, je vais vraiment, c'est-à-dire, doubler mes efforts en travail pour réussir. Ce sont eux qui réussissent. Et j'en ai vu réussir avec des idées vraiment très, très, très banales. Et j'ai vu, en fait, d'autres qui ont des idées de génie, vraiment de très belles idées, mais qui n'ont pas réussi, en fait, c'est-à-dire à les transformer en projet générateur de bénéfices. Pourquoi? Parce qu'il manque, en fait, cette persévérance. Enfin, quand on me pose la question, c'est quoi vraiment la clé de la réussite d'un entrepreneur? Personnellement, j'ai mis en premier lieu la pugnacité, la persévérance. Parce que dans la persévérance, c'est là, en fait, l'apprentissage, déjà, en fait, s'accroît. On apprend beaucoup. On ouvre des portes qui étaient très difficiles, mais qui avaient besoin d'un peu, enfin, d'un peu d'insistance, en fait, pour qu'elles s'ouvrent. Alors que quand on n'est pas persévérant, on s'arrête à au premier cadenas, on s'arrête. On cherche même parfois, enfin, si on essaie d'ouvrir une porte, ça s'ouvre pas, ça marche pas. Ok, bon, le projet, en fait, échoue et c'est bon. Ouais. Alors que quand on insiste, parfois, il y a des portes qui s'ouvrent. Il se peut, en fait, qu'il s'agisse des rencontres. Rencontrer une personne, en fait, qui a les clés ou les moyens de nous faire avancer. Parfois, c'est juste au cours d'une discussion, on capte une idée qui va nous permettre, en fait, de faire avancer notre projet, un contact et tout. Et ça vient pas, ça d'un seul coup. Ça vient pas surtout au début. Ça vient avec le temps. Et je rajouterais qu'il faudrait aussi de la lucidité.
de comprendre quand persévérer, c'est inutile et il faut changer de chemin Exactement. ou Parce que switcher. être persévérant ne veut pas dire en fait être suicidaire. S'il y a zéro résultat, au bout d'un moment, Voilà. Au bout d'un moment, on sait que voilà, ça va pas marcher, ça va pas marcher. Soit on retravaille le projet, soit pour l'adapter au marché. Parce que dans l'aventure, c'est là, en fait, c'est un échange avec le marché. On propose au marché des solutions. S'ils les acceptent, ça marche. S'ils les acceptent pas telles qu'elles sont, enfin, telles qu'on on les présente, c'est à nous, en fait, de les adapter. S'ils ne sont pas ni adaptables, ni échangeables, ben, on change. Il faut pas avoir peur, en fait, de changer. Et généralement, c'est un peu, enfin, ça fait partie même du chemin de l'entrepreneur. On teste un premier projet, ça marche pas, on peut passer à un deuxième, un troisième, mais il faut rester, en fait, dans cet échange avec le marché. observateur, ouais. Ouais. Le guide d'un entrepreneur, c'est son marché, c'est le marché, en fait. C'est très facile d'avoir des idées, de rester dans son coin, imaginer des solutions, imaginer des projets. Ok, c'est très bien. C'est comme un artiste. Tu peux peindre un tableau, en fait, de son imagination. Mais va te confronter à la réalité. Voilà. Mais ça, tout ce travail créatif, il faut le confronter à la réalité pour dire, voilà, cette idée, elle peut être en fait un projet. Ce que j'observe aussi, c'est que pour moi, la première étape la plus importante, est-ce que je règle un problème pour un client? Est-ce que je connais mon client? Est-ce que je sais à qui je m'adresse? Et beaucoup se lancent sans même valider cette étape. Ouais, et ça, c'est le point de départ. Parce qu'en fait, ils se lancent enfin, ils imaginent une idée de projet et ils se disent, OK, c'est très bien, l'idée me plaît. Ils tombent amoureux de leur propre idée, alors que dans la réalité, enfin, alors que l'idée se peut qu'elle soit déconnectée de la réalité. Et ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. Mhm. Mais quand l'entrepreneur part d'une solution, c'est-à-dire d'un problème, en fait, auquel il propose une solution, là, pour moi, le départ, en fait, qu'il faut avoir, le point de départ qu'il faut avoir. Et il reste, en fait, le réglage. Est-ce que ce que je propose à ce problème comme solution, est-ce que va résoudre, enfin, il va permettre, en fait, de le résoudre, ou bien il faut l'adapter. On l'adapte parfois en l'enrichissant, parfois même on accepte, en fait, le diminuer. Parce que quand on lance une idée, on a l'ambition, en fait, de régler, par exemple, un problème complètement. Mais la réalité, parfois, ça ne le permet pas. Donc, il faut, en fait, accepter, dire, voilà, moi, je réponds à une partie. Avec le temps, je peux, en fait, m'attaquer aux autres aspects du problème. Mhm. Ou bien, enfin, il y a d'autres personnes qui vont se joindre à moi, et s'attaquer aux autres aspects du problème. Mais l'essentiel, c'est que moi, que j'ai une solution pour un problème ou une partie du problème. Souvent, quand le projet coince un peu, on doit revenir à cette base. À qui je m'adresse? Est-ce que je Ouais. résous son problème? Tant que ça, c'est pas vraiment clair, tu patauges. En fait, parce qu'il y a le tâtonnement, et des fois, quand on a une très bonne lecture du marché, on sait directement les points qu'il faut, en fait, sur lesquels il faut travailler, les problèmes qu'il faut régler. Il y a des fois, on n'a pas cette lecture du marché et on tâtonne. Et là, c'est un peu risqué. Pourquoi? Parce que le tâtonnement, ça demande des ressources. Ça, on va dépenser de l'argent, Du notre temps. temps, et peut-être vers la fin, en fait, passer à côté de la solution, alors que il n'était pas très loin. Donc, la meilleure façon, en fait, la meilleure méthode de faire, c'est de revenir à l'idée et voir où est-ce que ça match, en fait. Comment on peut les faire matcher, mon idée et mon marché. Ouais. Quitte à faire un projet test, juste pour voir s'il y a de la réponse. Ouais. Généralement, quand il s'agit d'un produit, on fait toujours un test. Donc, et c'est valable pour les édits de services aussi. Mais la plupart pensent qu'en fait, ce n'est valable que pour les produits, là. Enfin, quand on fait un prototype, c'est ça, c'est pour en fait tester. Même pour le service, on peut faire la même chose. On peut tester à petite échelle, on peut tester en fait sur son marché local. On peut tester, enfin, ça dépend de ce que l'on propose. Il y a maintenant des services en fait qui sont proposés sur Internet, mais l'essentiel c'est de toujours en fait passer par cette étape de test. Mm. Sauf si on est aventurier, suicidaire et on a les moyens, on a de l'argent en fait, de l'argent stocké en fait dans un compte.
Là, on peut se permettre toutes les folies du monde jusqu'à ce qu'il y ait une démarche. Donc on vous encourage à bien travailler là-dessus et prendre le temps, même si ça prend plusieurs mois, mais il faut vraiment t'as fait cette étape. Ouais. Heureusement que actuellement, il y a des coachs, des mentors, il y a beaucoup de moyens en fait qui peuvent en fait nous aider sur ces aspects. Ouais. Alors qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas ça. Même si on cherche, on ne trouvait pas en fait. Même si quand on sait, on est conscient d'avoir en fait d'avoir besoin de quelqu'un en fait pour nous coacher, pour nous guider par exemple, ou même parfois en fait juste pour échanger sur l'idée, sur un aspect du projet, on ne trouvait pas. D'ailleurs, j'en profite. Je sais pas si tu sais, mais j'ai commencé les coachings et bah oui, tu le sais parce qu'on a Ouais, je sais, et j'aime beaucoup cet aspect-là. Je veux vraiment le développer. Je prends que quelques clients, donc si vous voulez que je vous accompagne, contactez-moi sur le WhatsApp. ouais. Non, je pense que tu as suffisamment de recul pour être utile aux autres. Tu connais très bien le Maroc. Tu as fait un super chemin. Moi, je dis un super chemin, ça veut dire qu'il n'y avait pas des problèmes. Il était super parce que justement, il y avait des problèmes, en fait. Et il y en a encore. Ouais. Donc, je pense que tu as suffisamment de recul et de légitimité pour accompagner. Donc, bah, je ne peux que t'encourager. Merci. Et le coaching, c'est beaucoup d'écoute, capter la bonne action pour le client et juste Donc, c'est de lui que ça doit sortir, mais tu es là pour voilà, en l'aider fait, à le faire coaching, c'est sortir. un peu comme un psychologue, en fait. C'est le Ça, j'adore. psychologue du projet, hein. C'est-à-dire, enfin, on propose pas des solutions. On aide, en fait, l'entrepreneur. On accompagne. Ouais, on l'accompagne, on l'aide, en fait, à les découvrir soi-même. Parce que quand on propose des solutions, là, enfin, c'est la casquette du consultant. Et récemment aussi, j'ai ouvert un WhatsApp. J'ai un téléphone dédié juste pour ça. D'accord, Et ça, je savais pas. les abonnés peuvent me contacter sur WhatsApp directement. J'ai un numéro dédié. Et depuis que j'ai mis ça en place, ça a vraiment beaucoup aidé au développement du projet. Bah, c'est très bien. Hmm. Non, enfin, l'un des aspects que j'apprécie chez toi, c'est justement ça, en fait. C'est-à-dire, enfin, tu es créatif. Je Là, teste. ouais, tu es créatif, en fait. Tu foisonnes d'idées et tu n'hésites pas, en fait, à tester. Et ça manque beaucoup d'entrepreneurs. C'est des rencontres aussi Voilà. qui te donnent des idées et tu Bah, c'est essayes. ça, c'est-à-dire, tu quittes jamais enfin, ton rôle d'observateur. Parce que dans le marché, quand on est entrepreneur, on est fournisseur et on est client. Donc, enfin, pour sortir avec des idées valables, c'est de savoir en fait passer de fournisseur au client, partir de soi-même en tant que client Mhm. et partir en fait du retour enfin, de ses clients en tant que fournisseur. Ça, c'est là en fait on découvre les problèmes des gens et on peut en fait proposer des solutions. Récemment, je faisais une deuxième interview avec Marion Berthoud à Rabat. Elle a une association des Français du monde. Elle était un petit peu fataliste dans sa manière de parler de l'entrepreneuriat, dans le sens, elle disait que le Maroc, il veut des retraités, il met en place des lois, des actions pour encourager les retraités à s'installer au Maroc. Elle disait que pour les entrepreneurs, c'était pas du tout le cas. Je suis pas forcément d'accord. C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que sa manière de le dire, c'était genre, c'est vraiment Ça, quasi impossible, tu vois. impossible, non. Non, c'est pas, enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que c'est quand on pense comme ça, en fait, c'est qu'on part de l'idée que l'entrepreneuriat, c'est facile. Alors que le plus dur métier, en fait, c'est celui de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, je pense, c'est partout. Il est difficile et il doit l'être. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat est facile. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas préparés, en fait, à prendre des risques, qui vont se lancer, qui vont se casser la gueule. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de problèmes. Par contre, puisque c'est difficile, il y a que peu de gens qui osent franchir le pas. Si on parle du cas du Maroc, je dirais, enfin, c'est ce que je dis toujours en fait à mes clients, ce n'est pas Dubaï, mais ce n'est pas l'Europe non plus. Donc, la particularité du Maroc, en fait, et la complexité du Maroc, enfin, vient du fait que les gens se lancent sans vraiment connaître l'environnement, connaître le Maroc, connaître les spécificités du Maroc. C'est pour ça que je conseille toujours, avant de lancer un projet au Maroc, déjà, essayer de venir passer 5, 6 mois, en fait, pour comprendre. Et aussi, en fait, savoir si on est adapté à ce pays ou pas.
Ce n'est pas parce qu'on a une idée qui marche en France que l'idée n'existe pas au Maroc ou va marcher au Maroc. Tout ce qui existe en Europe, on le retrouve ici. Tout ce qui existe aux États-Unis, on le retrouve ici. Parce que tu peux vouloir faire du business au Maroc, mais est-ce que tu es capable d'y vivre personnellement? Voilà, ouais. C'est autre chose. C'est complètement, enfin, c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Parce que vivre dans un pays, ça demande de changer son logiciel. Je peux pas venir avec un logiciel européen et vouloir en fait le faire fonctionner. C'est comme si je prends enfin Windows, enfin un logiciel Windows, et je veux le faire fonctionner sur Mac ou sur Linux par exemple. Il faut changer en fait, adapter son logiciel, La souplesse. être souple, ouvert et être dans l'apprentissage. Parce que quand on vient, moi je vois ce que j'ai remarqué peu entendu en fait chez certains clients, c'est qu'on vient et on est tout le temps dans la critique. Je sais pas qu'il faut pas critiquer, il faut critiquer, il n'y a pas de problème. Mais il faut pas que la critique en fait soit un frein pour mon développement. Je peux critiquer, dire voilà, ça ne marche pas ici, ça doit pas être comme ça normalement devait être fait de cette manière et tout. Mais il faut pas que ça soit un blocage pour moi. Ok, je sais que ça marche pas comme j'ai l'habitude en fait de le voir, par exemple en France, en Belgique, en Europe, dans un autre pays. Mais mon premier objectif en fait, c'est comment moi en fait je vais naviguer ici. C'est ça en fait. C'est-à-dire comment moi je peux m'adapter, par exemple à cette situation. Le Maroc, c'est ça. Il faut être capable en fait de s'adapter. Si on n'a pas cette capacité, je pense que ça va être une galère. Ça va être une perte d'argent, perte de l'énergie et perte d'ambition aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus avec rien, mais ils avaient en fait leurs idées, enfin je dirais leur personne en fait, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation. Ils ont réussi en fait à monter des projets qui réussissent et même qui se sont développés au-delà du Maroc, à partir du Maroc. Pourquoi? Parce que ils avaient compris ça en fait dès le départ. Dans l'entrepreneuriat, si on veut réussir, il faut être un caméléon. Je dis pas, c'est-à-dire un hypocrite, mais un caméléon, c'est-à-dire être capable en fait de s'adapter à chaque environnement. Avec un soupçon de patience. La patience, la persévérance, la pugnacité, pour moi, il faut vraiment avoir une discussion avec soi-même et se poser ces questions. Est-ce que je suis patient? Est-ce que je suis pugnace? Et en fait, quelle est la limite de mon endurance? Ce qui est dur au début, parfois les premières années, c'est que tu donnes beaucoup d'énergie. T'as pas forcément les retours en adéquation avec l'énergie que tu donnes, Ouais. au retour financier, au retour divers. Et c'est parfois ça qui te fait abandonner ou lâcher le projet. En fait, ils ont toujours l'exemple enfin, c'est une image qu'on avait, je pense, il y a longtemps, je sais pas si c'était à l'école ou est-ce que j'avais vu ça. En fait, c'était quelqu'un qui cherchait de l'or. En fait, il a pris sa pioche, commence à Je creuser, vois cette image. à creuser, à creuser, à creuser. Au bout d'un moment, il s'est dit, OK, bon, il y a pas de, je n'ai marre, il y a pas d'or, en fait, ici, ben, il s'est cassé, il a abandonné. Une autre personne est venue derrière, avec deux, trois pioches, et là, elle a découvert le trésor. C'est un peu l'entrepreneuriat. Parfois, en fait, pourquoi? Parce que c'est le premier client qui est très difficile, et ça prend du temps, en fait, pour l'avoir. Une fois, on a un premier client, on peut faire de ce client, en fait, c'est-à-dire notre témoin, et même notre ambassadeur. C'est pour ça qu'il faut miser sur deux choses. La qualité, que ce soit du produit ou du service. Toujours. Ouais. L'honnêteté. Et comme on dit ici, en fait, avoir la parole. Et être capable de supporter, en fait, le coût de ses propres erreurs et ses propres échecs. Pourquoi? Il y a certains entrepreneurs, malheureusement, quand ils échouent ou bien ils commettent des erreurs, ils cherchent, en fait, à le faire porter au client. Ça, c'est quelque chose qui nuit énormément à l'image et à la crédibilité du projet et de la personne. Pourquoi si, par exemple, je paye, je sais pas, une pénalité. Ça nous arrive dans le domaine de la comptabilité. Euh, Quand il y a une erreur, moi, je n'hésite pas à payer. Je peux payer 5 000 dirhams, 10 000 dirhams. C'est pas trop cher, en fait, par rapport à ce que je vais perdre, si je la fais supporter au client. Déjà, sur le plan moral, il n'y a pas de raison pour que je la fasse supporter au client. C'est pas honnête. Et sur le plan commercial, c'est vraiment très nuisible. Et j'avais entendu en France un entrepreneur qui disait, si mon comptable fait une erreur, c'est sur l'entrepreneur que ça va retomber et pas, c'est pas la responsabilité du comptable.
Est-ce que c'est le cas Non, ici il y ou a c'est... il y a des erreurs qui peuvent être imputées en fait à l'entrepreneur. Mhm. Parce que enfin, quand tu vois tous les faits en fait qui montrent que voilà, c'est par l'origine de l'erreur par exemple, c'est l'entrepreneur, parce qu'il a pas par exemple enfin, il a pas donné par exemple la bonne information dès le départ. Mais il y a certaines choses, enfin certaines erreurs qui vraiment on voit que c'est l'erreur du comptable. Enfin, par exemple, ne pas déposer une déclaration à l'échéance alors qu'on a les documents Ouais, nécessaires là, clairement. à l'heure, Ouais. à temps. Là, on peut pas dire que c'est l'entrepreneur, Ouais. c'est le comptable. Ouais. Mais c'est l'entrepreneur nous a pas fourni les documents nécessaires à temps, ça se voit que c'est de sa faute. Et là, on le prévient. Le dernier jour de la déclaration, ou, enfin, on envoie un mail ou on l'appelle. On va dire voilà, j'ai pas reçu les documents nécessaires pour faire la déclaration et je peux pas la faire. S'il est honnête, il va assumer. Il va dire ok, c'est de ma faute. Hmm. S'il est pas honnête, il va chercher en fait à la faire porter au comptable ou au notaire ou à l'avocat. Et d'ailleurs, si vous cherchez un bon comptable, on vous mettra le lien du WhatsApp d'Abdou en description. Donc, voilà. Et j'ai oublié dans l'intro de préciser que t'es comptable, t'es conseiller en affaires et t'es entrepreneur. Donc, t'as multicasquette aussi, Ouais. qui est très pertinent, pour l'accompagnement aussi. Ouais, en fait, parce que j'ai, enfin, j'ai toujours cherché en fait à avoir un profil un peu polyvalent. Parce qu'on peut pas en fait, enfin, on peut pas accompagner des entrepreneurs Mhm. sans avoir vécu soi-même l'expérience de l'entrepreneuriat. C'est vrai, être comptable, c'est aussi un entrepreneur. Mais c'est différent que de lancer un projet à part, en fait. Si tu veux être avocat, comptable, notaire, c'est des métiers un peu qui sont réglementés. Voilà. Par contre, lancer un projet comme tu vois, soit dans enfin, dans les services, soit dans l'industrie, là, c'est très lourd. Sinon, vraiment, on vit l'expérience de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, tu peux nous dire ce que tu as fait ici à Marrakech, ton nouveau projet? Quelques mots. Ici, en fait, c'est une école de formation professionnelle. Donc, on forme les techniciens dans les métiers de la santé et de la restauration. EPA Académie, International Polytechnique Academy. Et on a lancé aussi également un centre de langue. Et là, on est en train de préparer un restaurant qui va être, en fait, c'est un peu une sorte de complexe. Formation professionnelle, formation continue, institut de langue et de communication et un espace enfin, un espace de restauration et je dirais pas de coworking parce qu'il n'y a pas que ça en fait. On peut venir travailler, faire des activités culturelles, des activités en lien avec le business et les affaires. Donc c'est un peu on a essayé de créer un écosystème pour l'entrepreneur. Parce que même pour les formations, il y aura enfin, des formations continues dans le domaine de comptabilité, gestion des entreprises, tous les aspects en fait de l'entrepreneuriat et de l'entreprise. Bah, félicitations pour ça. Voilà, J'ai vu les étapes. on vient de créer, Ouais. ça je te l'ai pas dit, mais on vient de lancer également une entreprise de domiciliation, une société de domiciliation des entreprises. Mm. Donc en fait pour proposer tout un package pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. Ouais. C'est un mix en fait entre incubateur, je sais pas, j'ai pas encore en fait trouvé la bonne formulation pour enfin pour le résumer en une petite phrase mais en gros c'est ça. Félicitations. Merci. J'en profite. On va faire un petit appel à l'action aussi avant de passer à la suite. Prochaine masterclass. Masterclass Objectif Maroc, ce sera le 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech, donc un week-end. C'est la troisième. Chaque année, on fait ça en janvier. Et je vous invite en fait à y participer. Les deux premières, c'était un vrai succès. Et c'est vraiment enfin, un excellent rendez-vous en fait pour déjà mettre un premier pas au Maroc, surtout pour les gens qui viennent, enfin, qui vont venir de l'étranger, soit des Marocains ou ça, des étrangers. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais bon. Oui, des étrangers. Ouais. Mm. Mais donc, je pense, comme j'ai dit, en fait, je vous invite en fait à y participer. C'est une très belle entrée. Vous allez faire de très belles rencontres. Et ça, en fait, ça rassemble des gens qui ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire vivre et entreprendre au Maroc. Là, ça sort, en fait, c'est un des coups de génie de Stéphane. Je le félicite, en fait, d'avoir lancé ce concept
et persévérer en fait à l'organiser chaque année parce que ça demande beaucoup de travail. Tu sais que j'hésite chaque fois à le faire, hein. Je sais que tu hésites chaque fois, mais enfin, je vais tout le temps te répéter en fait de pas abandonner parce que c'est un très bon rendez-vous. Ça rend service aux gens surtout et c'est très utile. Moi, si je suis à l'étranger, je pense, enfin, et j'ai l'idée de soit de venir vivre ou créer un projet au Maroc. Bah, la première chose à faire, c'est de m'inscrire à la masterclass. C'est vrai que cette année, on a même des gens qui sont inscrits qui sont pas encore venus au Maroc. Et ils ont pas encore découvert le pays, tu vois. Ouais, Et ce sera pour eux l'occasion de découvrir et de... c'est une très belle entrée Mm. parce qu'on va rencontrer des gens qui sont déjà en fait présents sur le marché marocain, avec qui on peut échanger et avoir leur retour d'expérience. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'avoir sans des rendez-vous comme ça. Donc, moi, je conseille tout le monde. Même quand les gens en fait me contactent, je dis voilà une masterclass qui va être organisée en janvier. Essayez de venir. Donc c'est euh, 2 journées complètes. Il y a 3 intervenants par jour. On laisse du temps aussi pour les échanges. Moi, c'est un point important. Et cette année, j'ai vraiment voulu développer le côté de faire intervenir des entrepreneurs du terrain et pas que des experts. Donc, bah, il y aura toi, il y aura mon notaire, mais il y aura aussi des femmes entrepreneurs et d'autres entrepreneurs. Donc, ça va être intéressant. Ouais. Oui, ça va être intéressant parce que c'est cette expérience, en fait, le retour d'expérience terrain qui est très, très difficile d'avoir. Et ça, en fait, ça diffère d'une personne à une autre. Quand on a plusieurs dans un même endroit, ça ne peut être qu'intéressant, que bénéfique. Mm. Je vous mets le lien dans la description. Vérifiez s'il reste encore des places, parce que c'est limité à un petit groupe. On veut faire ça un peu familial aussi. Et Ah, ça, un peu, je pense un peu, c'est la marque, la marque de fabrique. Le concept tel qu'il est organisé, tel qu'il est fait, c'est très convivial, à la fois professionnel et convivial. Vous voyez, enfin, on n'est pas enfin, on porte pas des costards. C'est un peu dans la philosophie, en fait, de concept vivre et entreprendre au Maroc. on a partagé déjà beaucoup de choses. Avant de se lancer, est-ce qu'il y a d'autres étapes importantes pour toi pour conclure ce chapitre? Euh, Avant de se lancer, il faut aussi, en fait, avoir une idée sur l'environnement juridique et fiscal. Déjà, essayer de faire enfin, des premières recherches, voir un peu, faire des petites comparaisons par rapport à d'autres systèmes juridiques et fiscaux, en fait, d'autres pays. Essayer surtout de comprendre le marché, voir qu'est-ce qui est présenté et comment il est présenté, en fait, sur le marché. Et comment nous, on peut soit se différencier, soit mieux présenter, en fait, notre service ou notre produit. Une question qui revient souvent aussi, c'est est-ce qu'il y a des aides pour tel ou tel projet? Je pense que tu as souvent la question. Ouais, c'est la première question qu'on me pose. Je peux te dire mon avis sur ça? Vas-y, lâche-toi. Euh, je pense que c'est la dernière question en fait à se poser. C'est celle des aides quand on a une idée de projet en tête. C'est-à-dire déjà chercher à partir en fait sur ses propres moyens. J'ai toujours trouvé ça bizarre aussi que tu commences en cherchant une aide. Ouais. Déjà en fait commence à partir en fait sur ses propres moyens, Mm. assurer en fait le minimum vital en fait de ressources pour le projet. Après les aides, ça vient en complément. On ne peut pas construire son projet sur des aides. Pour moi, quand on me dit ça, en fait, pour moi, je vois, enfin, quand quelqu'un me dit, voilà, est-ce qu'il y a des aides? Enfin, je veux lancer mon projet, mais j'ai besoin, en fait, de trouver des aides. Je vois devant moi, excuse-moi, en fait, pour les gens qui m'ont posé la question, mais je vois devant moi, en fait, un projet, euh, qui va échouer, en fait. Ou tu fais une association alors. Ouais. Non, parce que les aides, elles sont pas certaines. Et même quand on a les aides, c'est vraiment, on n'a pas les ressources nécessaires et les moyens, en fait. C'est-à-dire que pour assurer le minimum vital pour le projet, il ne faut pas aller très loin. Donc, il faut vraiment que l'aide vienne en complément. Elle vient en complément pour nous permettre de gagner du temps, en fait, d'accélérer un petit peu. Mais sans l'aide, on peut lancer le projet, on peut vivre, enfin, faire vivre le projet. Les aides, elles sont pas certaines.
Donc, il faut pas compter là-dessus. Mais bon, après, pour répondre à la question des aides, il y a beaucoup d'aides. Il suffit d'aller sur le site internet de tamwil.com pour trouver une panoplie d'aides et voir est-ce que notre projet, par exemple, peut être éligible à l'une d'elles. Sur le site de Maroc PME également. Après, il y a, au niveau des banques, il y a le programme Intelaq, qui a été lancé il y a 4 ans maintenant, je pense. Ouais. 4 ou 5 ans, mais euh, l'octroi des crédits, il est vraiment, il n'est plus aussi facile qu'avant. Donc, il faut pas compter dessus. On peut avoir un très bon projet, mais ça a l'air, que la demande ne passe pas. Il y a des aides qui sont présentées par l'NTH, surtout pour les IMRE. Mais je reviens toujours en fait à la même idée et à ce que je dis à mes clients, il faut pas compter dessus. Compte d'abord sur toi, sur toi-même, sur tes propres ressources, tes propres capacités. Et ensuite, tu peux chercher des aides. Même pour les aides, quand on voit que tu es déjà en fait sur la lancée, c'est facile d'octroyer en fait que ce soit les subventions, que ce soit les aides, que ce soit les crédits. Mais quand il s'agit de, de financer un projet sous forme d'idée, tout le monde est réticent. Après, pour les nouvelles technologies, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés pour les startups et tout ça. Donc, il suffit en fait de chercher sur Internet pour tomber sur des rendez-vous comme ça et tenter sa chance. Mm. Mais il faut toujours, d'abord compter sur soi-même. Et je sais pas si tu vas pouvoir répondre parce que ça va dépendre du projet, mais est-ce qu'il y a un capital minimum pour démarrer un projet ici? Quand on parle du capital, c'est-à-dire on parle il y a deux notions. Il y a le capital juridique, enfin, ce qu'on va mettre en fait dans les statuts de la société. Là, il y a pas de minimum, mais bon, pour les petits business, la majorité c'est 10 000 dirhams. Mais plus le capital est important, mieux c'est pour l'entreprise, pour la crédibilité de l'entreprise par rapport à ses partenaires. Mais quand on parle de capital, parce que les gens confondent les deux notions, c'est pour ça que je tiens à faire cette distinction. Quand on parle de capital, c'est-à-dire quand on inclut tout le montant de l'investissement dans la notion capital, là, tout dépendra du projet. C'est un projet de service, il va pas demander beaucoup d'investissement. Surtout quand il s'agit, par exemple, d'un métier créatif, c'est pas consultant, coaching et tout ça, ça demande pas beaucoup. Euh, un fonds de roulement pour une durée de minimum 6 mois ou une année, c'est très bien. Le temps de, de faire sa place sur le marché, en fait, commencer à avoir des clients, générer un peu de chiffres. Quand il s'agit d'un projet industriel, c'est très gourmand en investissement et en capital. Donc, et ça aussi, tout dépendra de la nature du projet. Il y a certains services qui demandent des machines, des équipements particuliers, donc il faut investir en fait, dans l'équipement et tout ça. En fait, c'est par rapport à ça qu'on peut définir en fait soit l'investissement nécessaire ou le capital qu'il faut pour lancer le projet. Et pour rebondir sur l'aspect psychologique, il y a aussi l'argent personnel. Pour un petit moyen projet, moi je conseillerais d'avoir aussi quelques mois de réserve, voire une année, pour pas avoir cette pression que, ok, Ouais, il me reste presque plus rien et tu paniques. ouais, pour ne pas stresser, parce que quand on voit qu'il y a plus d'argent en fait pour payer ses propres factures, C'est stressant. c'est très stressant. Mm. Malheureusement, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Ça, le stress par rapport à ça, ça fait partie de. Donc, il faut toujours assurer un minimum, accepter en fait de baisser un peu ses standards Qualité de vie. de qualité de vie, ouais. Pour laisser au projet en fait toutes les chances de réussir. Si on veut garder les mêmes standards européens, la même qualité de vie européenne, c'est sûr que on va avoir des problèmes. C'est-à-dire, on va prévoir le projet des moyens nécessaires pour sa réussite. Donc, au final, on va échouer. Et c'est dommage. Et le paradoxe, c'est que le manque d'argent va être un moteur aussi puissant pour trouver des solutions. C'est ça qui pousse, en fait. C'est ce stress qui pousse, en fait, à chercher des solutions. Parce que, c'est un peu un mécanisme, il active, en fait, le mécanisme de survie. Qui Si est on, très puissant. ouais, c'est très puissant. Mm. Parce que quand on voit que, voilà, on va faire face à deux choix. Réussir ou abandonner. Et si on est persévérant,
on va faire en fait faire le maximum pour réussir. Si on peut pas faire du commercial, là, on va se retrouver en fait à être de bons commerçants, de bons commerciaux. Si on peut pas, c'est-à-dire, enfin, on va chercher en fait à te mettre en œuvre pour se sauver en fait. En parallèle des personnes qui cherchent des aides et des subventions, on a aussi pas mal de profils musulmans qui veulent faire des crédits sans intérêt, tout ça. Il y a aussi des choses à dire par rapport à ça, hein. Euh, il y a les banques participatives, mais le problème de ces banques, c'est en fait, c'est un concept assez nouveau. Donc là, pour tout ce qui est investissement immobilier, ça marche. Ils financent les investissements immobiliers sans problème. Avec un apport. Ouais, avec un apport. Par contre, quand il s'agit c'est-à-dire de financement des investissements purement, par exemple, équipement industriel et tout ça, c'est pas encore le cas. Les banques elles sont encore réticentes. Il y a certaines qui ne travaillent que sur l'aspect projet immobilier pour l'instant. Parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec plusieurs banques participatives sur ces aspects en fait. Donc malheureusement, c'est pas encore c'est pas encore la solution idéale en fait. Mais pour de l'immobilier, ça marche. Pour l'immobilier, ça marche. Ouais, pour l'immobilier, enfin, toutes les banques, elles financent l'immobilier. Il y a certains qui commencent à financer aussi les véhicules, voitures et tout ça. Euh, mais sur toutes les questions fonds de roulement et tout ça, c'est pas marchandises, non. Donc tu conseilles d'aller les rencontrer directement. Ouais, les rencontrer, frapper à leur porte, en fait, aller voir deux, trois, quatre banques, proposer son projet, essayer de convaincre, discuter. Donc, on rentre dans le concret de la création. Mm. On a validé l'idée. On s'est fait accompagner peut-être. C'est quoi les étapes concrètes que l'entrepreneur va devoir réaliser au début? Bah, il y a la première étape, c'est la création juridique c'est la création de la structure juridique de l'entreprise, c'est en fonction de son projet. Voilà le choix du statut juridique, soit personne physique, personne morale, avec ses différentes formes. Attends, So- attends, je peux te couper direct? Ouais. Parce qu'on a eu Tristan récemment qui m'a introduit à ça. Euh, Tu peux expliquer qu'on peut entreprendre avec un statut de personne physique, c'est ça? Personne physique, ouais. Tu nous l'expliques? Ouais, en fait, enfin, c'est une forme de société, mais où il n'y a pas de séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine sociétal. Donc, concrètement, il s'agit c'est-à-dire s'inscrire en fait à la liste de la taxe professionnelle en son nom propre et s'inscrire au registre de commerce. Donc là, on acquiert la qualité de commerçant et on peut travailler comme ça. On peut éditer les factures, on peut travailler, enfin, à la différence de société entre guillemets. Là, on n'a pas besoin d'avoir des statuts. Donc, on peut travailler soit sous forme de CPU, euh, la cotisation professionnelle unique, soit personne physique normale, avec les déclarations trimestrielles, bien sûr. Donc, il y a des conditions de plafond, par exemple, de chiffre d'affaires et tout. Il n'y a pas de condition d'avoir un capital parce que, voilà, on est nous-mêmes notre propre entreprise et l'entreprise, c'est nous. Le risque ici, en fait, c'est plus le risque juridique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de séparation, justement, de patrimoine. En tant que personne, on est caution dans notre projet. Ça veut dire que les dettes du projet sont nos dettes. Si le projet ne peut pas payer ses dettes, donc, c'est nous, en fait, c'est-à-dire le fisc ou On le peut te prendre créancier, ta ouais, le voiture, créancier peut en fait se servir, ouais, elle peut se servir sur les biens personnels. t'en fais go. Ouais. Donc c'est un peu le risque. Il y a aussi le côté fiscal. Un certain chiffre d'affaires, il devient très, très cher. Parce qu'on paye, en fait, on paye l'impôt, on paye l'IR, en fait, l'impôt sur le revenu. Donc, on est soumis, en fait, au barème de l'IR. Donc, sur la tranche élevée, on est à 37%. Au-delà de 18 000, enfin, 280 000 dirhams par an de bénéfices. Donc, c'est un peu le risque. Mais quand il s'agit d'une petite activité, parce que surtout pour les non-résidents et non pas la possibilité d'opter pour l'auto-entrepreneur, qui est conditionné par un titre de séjour. Donc, ça peut être une solution pour ceux qui ne veulent pas, en fait, se lancer ça, créer une entreprise, SARL ou toute autre forme.
Ils peuvent commencer par ça. La zone de flou, c'est que, imaginons que tu as la carte de Ouais, je séjour. précise un truc, Ouais. même les non-résidents, sur le statut CPU, qui était l'ancien régime forfaitaire, ils n'ont pas la possibilité de le créer. Donc, on crée une personne physique normale. La zone de flou, c'est par rapport à la carte de séjour. Ouais. Parce que moi, je vois juste le choix enfin, dans certains cas, carte de séjour visiteur. Mais visiteur, tu dois dire que tu n'exerces pas de profession au Maroc. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas un conflit avec personne physique? Enfin, généralement, quand on a un titre de séjour visiteur, c'est qu'on n'a pas le droit, en fait, d'exercer une activité professionnelle, sous n'importe quelle forme. Pourquoi? Parce que, enfin, le statut visiteur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut, en fait, passer un certain temps au Maroc au-delà des 3 mois pour ne pas être obligé de faire des allers-retours à chaque fois. Il peut avoir ce statut. Parmi les conditions, c'est qu'il faut prouver, en fait, qu'on a les moyens financiers qui vont nous permettre, en fait, de vivre sans être, enfin, sans être en besoin de travailler ou d'exercer une activité professionnelle au Maroc. Mm. Donc, dès Et le départ, c'est... le statut à faire, il faut une société SARL. Ouais. Il n'y a pas encore un statut vraiment pour... Après, il y a les statuts salariés. C'est un peu enfin, la procédure, elle est un peu compliquée parce qu'il faut avoir un contrat et prouver que l'entreprise, enfin, la société, en fait, l'employeur n'a pas trouvé, en fait, un profil équivalent sur le marché marocain pour qu'il justifie, en fait, le fait de faire recours à un profil étranger. Donc, sur ça, je pense que si on va revenir à la question de Marion, enfin, Tristan? non, Ah oui, de Marion ouais, Berthoud. Ouais. je pense sur ça, peut-être, l'État doit travailler, en fait, sur ces aspects Il y a des pour un zones peu grises, ouais. assouplir, ouais, Mm. assouplir un peu ces questions, en fait, de titre de séjour. Parce que parfois, enfin, les conditions, personnellement, je trouve qu'elles sont un peu lourdes. Parce qu'il y a des activités qui n'ont pas besoin ni d'avoir un bureau, ni d'avoir du personnel, mais qui rapportent très bien. Alors que dans les conditions, il faut avoir un bureau, il faut avoir embauché au minimum 1000 personnes. Donc, pour moi, c'est des contraintes et pour rien, en fait. Ils sont un peu déconnectés de tous les métiers numériques, Exact. et Ouais, ce qui est on a dommage. l'impression, en fait, qu'elles sont déconnectées, en fait, de la réalité de ces nouveaux métiers. Alors que c'est des métiers, en fait, qui s'imposent de plus en plus, qui rapportent beaucoup d'argent, rapportent de l'argent, du savoir aussi, du savoir-faire. Donc, je pense qu'il faut vraiment soit penser, en fait, à créer un statut à part qui est destiné à ce type de métier. Ce serait l'idéal, Ouais. ouais. Mm. Soit carrément assouplir un peu enfin, la procédure d'octroi de séjour. Statut entrepreneur, t'as une activité, sans condition et Ouais. Même l'auto-entrepreneur, pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde? L'ouvrir à tout le monde, augmenter un peu le plafond. Ça ne peut en fait que faire du bien pour les gens et pour l'économie du pays. parce que les entrepreneurs continuent d'entreprendre. C'est juste du bricolage dans ce que tu choisis parfois. Ouais, c'est du bricolage. Il y a certains enfin, qui gagnent, qui génèrent des bénéfices, mais tout simplement parce que ils n'ont aucun statut, donc tout simplement ils ne payent pas d'impôts. Et Donc, le pays est perdant, ouais, hein. qui est le perdant? C'est Le Maroc, ouais. voilà, c'est le pays, c'est le fisc, quoi. Donc c'est dans leur intérêt de... Ouais, non, moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sur ça. Après, je sais pas s'il y a quelqu'un qui Est-ce que peut vous faire tout ce qu'on regardez nos dit, hein. vidéos ou pas? C'est Mais possible, bon, hein. Je t'ai coupé, bah, on peut continuer sur les différents statuts. Donc, personne physique, ouais, auto-entrepreneur, c'est il faut la comme carte de pour la séjour, carte de séjour, donc voilà, ou être marocain, ou MRE. ouais. Mm. Et le statut le plus répandu, c'est le SARL. SARL et sa variante SARL associé unique, en fait. C'est un peu un statut médian entre sociétés anonymes, enfin, les sociétés d'action et les personnes physiques. SARL, ouais, c'est le plus courant. Ouais, c'est le statut le plus courant. SARL et SARL associé unique. Associé unique, ça veut dire que je peux le faire tout Voilà, seul. une seule personne en fait peut créer une société tout seul. Et l'avantage ici, c'est que on n'a pas besoin d'être résident et d'avoir un cadre de séjour pour pouvoir en fait créer sa société et être soi-même gérant de son entreprise.
Je peux la créer avec mon passeport Exactement. européen. Ouais. Passeport européen ou de n'importe quel autre pays. Donc, on choisit son statut par rapport à l'activité et sa situation. Euh, Techniquement, ça doit être comme ça. C'est-à-dire, c'est par rapport à son activité, en fait, et par rapport aux perspectives de développement de l'activité. Mais par exemple, enfin, il y a certains statuts qui sont très, par exemple, statut société anonyme. Il y a des conditions qui sont très, très rigoureuses, en fait. C'est-à-dire, vraiment, il faut avoir un grand projet pour dire, voilà, c'est mieux de l'exercice sous forme de société anonyme. Mhm. Mais pour les petites, moyennes entreprises, et même pour enfin, les petites, moyennes, très petites entreprises, généralement, c'est statut SARL, SARL associé unique ou personne physique. Après, il y a d'autres formes de personnes physiques qui nécessitent d'avoir des statuts et tout. Mais je pense que si on détaille tout ça, on va faire perdre. Donc, je pense que s'il y a besoin de donner plus de détails sur ça, on peut faire même un comparatif et te le donner pour le partage avec la communauté. On va déjà résumer dans le PDF que vous pouvez télécharger dans la description. Je vais revenir aussi sur l'IR, l'impôt sur le revenu. Tu en as parlé brièvement, mais il faut qu'on explique que selon le montant généré, il y a un pourcentage, Ouais, il y a un il y a barème, en des fait, qui barèmes. commence à partir de 0, 0, 10, 20, 20%, 34, je pense 30, 34 et 37. 37, enfin, le taux le plus élevé. Donc plus on gagne d'argent, Plus on plus gagne d'argent, enfin, on regarde pas par rapport à ce qu'on gagne, dans quelle tranche, en fait, dans quel barème on se situe. Si on gagne moins de 40 000 dirhams par an, c'est 0%. C'est à peu près 3 500 par mois, quelque chose comme ça. Entre 40 000 et 80, c'est 10, ainsi de suite. et ce montant, c'est quoi exactement? C'est un bénéfice, c'est un chiffre d'affaires, Euh, Enfin, c'est un bénéfice. Et quand on est personne physique, en fait, il n'y a pas de... c'est ton salaire. Ouais, enfin, c'est ce qu'on gagne, en fait. Si on est sous forme enfin, société personne physique, qui fait de la comptabilité réelle, c'est-à-dire sur le régime de comptabilité réelle, là, il est soumis, en fait, euh, aux règles de la comptabilité, c'est-à-dire les charges, enfin, les charges, le chiffre d'affaires, moins les charges, on paie sur le bénéfice. Mais quand on exerce sur les autres formes qui ne nécessitent pas d'avoir des statuts, c'est-à-dire ne nécessitent pas en fait de tenir une comptabilité réelle, là, c'est le chiffre d'affaires qui est considéré en fait enfin, qui est taxé en fait. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on gagne. Parce que quand on est salarié, il y a des déductions par rapport à chaque niveau en fait, à chaque taux. Sur 40 000 dirhams par exemple, enfin, entre 40 000 et 80 par exemple, on va déduire en fait une somme qui correspond, enfin théoriquement, elle correspond aux frais personnels. Mais quand on exerce une activité, il y a des frais beaucoup plus importants que ce qu'on va déduire. Donc c'est pour ça que le statut personne physique, c'est quand on a vraiment une petite activité. Sinon, ça va revenir trop cher. Et ces pourcentages, ces taux sont mis à jour régulièrement, ça change. Je sais Euh, pas si c'est d'année en non, année, mais non, pas régulièrement, mais ils ont été modifiés. 2025, non? C'est Ouais, des je nouveaux. pense ouais, 2024, 2025, Hmm. 2024. Ouais, avec La loi finance. ouais, c'est après en fait les assises, les assises fiscales, enfin, qui ont suggéré en fait recommandé de remodifier ce barème. Mais c'est pas un barème qui a changé C'est pas assez chaque souvent, année. non. Hmm. Moi, enfin, j'ai pris conscience de l'impôt, c'était l'ancien barème jusqu'en 2024. Et ça implique aussi de s'enregistrer à la Direction générale des Ouais, ouais, impôts, d'avoir son numéro fiscal. ouais, savoir son numéro fiscal, sa taxe professionnelle, ses identifiants pour, en fait, pour faire ses déclarations. C'est une inscription volontaire, c'est ça? Enfin, volontaire, oui et non, parce que, enfin, quand on exerce une activité professionnelle, il faut qu'on soit, en fait, enregistré. Mhm. Normalement, c'est une obligation. Parce que, autrement, on est enfin, dans l'exercice, je sais pas, illégal de l'activité, mais on exerce dans le noir, en fait.
Il y a un truc qui revient assez souvent chez les gens, c'est qu'il n'y a pas d'impôt au Maroc. Non, c'est faux. Quand on gagne de l'argent, on paye un impôt. Parfois même, on paye un impôt sans gagner de l'argent. Par exemple, la taxe professionnelle, c'est un impôt qui n'est pas en fait conditionnel, qui n'est pas conditionné par un chiffre d'affaires en fait. C'est-à-dire du moment où l'entreprise existe et exerce son activité, elle est assujettie à la taxe professionnelle. En fait, il est indexé sur la valeur locative et l'investissement. Donc, et non pas sur le chiffre d'affaires. Donc, on peut très bien être déficitaire, mais au bout de la cinquième année, actuellement, on en est exonéré jusqu'à pendant les 5 premières années. Après, Donc, les 5 premières années, on est si tu fais exonéré de la pas de taxe bénéfices, professionnelle. c'est ça, hein? Enfin, on est exonéré il y a deux choses. Ah ouais, ok. On est exonéré de la taxe professionnelle, mais au-delà, si on exerce l'activité, on doit la payer. Donc là, on peut en fait se retrouver à payer un impôt sans, sans rien gagner. Il y a l'impôt, il y a l'IS et sa petite variante qui est la cotisation minimale. En fait, la cotisation minimale, c'est le minimum de l'IS, en fait, l'impôt sur les sociétés qu'une entreprise ou un entrepreneur, en commerçant, en fait, doit payer à l'État. Peu importe s'il a fait du bénéfice ou pas. Donc, lui, il est calculé, en fait, c'est un pourcentage qui est calculé sur le chiffre d'affaires, sans que ça soit possible, en fait, de payer moins de 3 000 dirhams. Donc, techniquement, comment ça se passe, c'est que, on calcule ce taux par rapport au chiffre d'affaires Mhm. et on le compare à l'impôt sur les sociétés, en fait, qu'on a payé sur les bénéfices. Et celui qu'on va payer à l'État, c'est le plus important. Si l'IS, c'est à l'impôt sur les sociétés, est plus important que la cotisation minimale, on paye l'IS. Si la cotisation minimale est plus importante que l'IS, on paye la cotisation minimale. Si on fait par exemple zéro chiffre d'affaires, on va payer un minimum de 3 000 dirhams. Sauf les premières années, Sauf les 3 premières années. 3 ans. En fait, on en est exonéré pendant les 3 premières années. Donc, en fait, c'est cette exonération et l'exonération de la taxe professionnelle pendant les 5 premières années que les gens entendent et confondent avec l'impôt, en fait, dans sa globalité. Ce qui est très différent. Ils disent qu'il y a une exonération. Non, il n'y a pas vraiment d'exonération. Et aussi la question sur la TVA. La TVA, c'est un impôt neutre. Ce n'est pas l'entreprise qui le paye. C'est le client final, c'est le consommateur final. Donc, l'entreprise n'est qu'intermédiaire. Donc, les gens, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que quand on fait une transaction, on encaisse l'argent. Dans l'argent qu'on a encaissé, à moins que notre activité soit exonérée de la TVA, ou bien hors champ d'application de la TVA, il y a 20%. Enfin, en majorité, c'est 20%. En fait, le taux normal, c'est 20%. Après, il y a des exceptions. Restauration. Ouais, il y a des exceptions, mais le taux normal, c'est 20%. Ouais. Donc, il faut toujours en fait faire attention à ce taux de la TVA, qui revient à l'État, en fait. L'entreprise n'est qu'intermédiaire. On le collecte, on le reverse à l'État. Donc Et tu puis, l'ajoutes à ton prix. ouais, et puisqu'on est, on est aussi client, donc l'État nous dit, voilà, vous êtes client et vous êtes fournisseur. Donc, quand vous êtes client, vous payez de la TVA. Quand vous êtes fournisseur, vous collectez de la TVA. Faites une soustraction en fait de ce que vous avez payé, vous avez collecté et de ce que vous avez payé. Le reste, c'est les positifs. Vous reversez en fait le reste à l'État. Sinon, on le reporte sur l'échéance prochaine. Donc, pour tous les porteurs de projets, tous les commerçants, enfin les entrepreneurs, quand vous calculez votre prix de vente, calculez-le sur leur taxe pour assurer en fait votre marge bénéficiaire et rajoutez par la suite le taux de la TVA. Comme ça, quand le client vous règle la facture, vous avez la part de la TVA qui va être reversée à l'État et votre marge bénéficiaire que vous allez garder en fait qui va être votre bénéfice. Mm. Donc, il faut vraiment pas confondre les deux. On va avancer. Donc on a créé sa société, on a fait des premiers résultats. C'est quoi les défis des entrepreneurs une fois que le projet est lancé? Et une fois le projet est lancé, le défi, c'est le marché. Gagner le premier client, le deuxième client. En fait. L'argent. L'argent, c'est vendre, en fait, et gagner de l'argent parce que, voilà, c'est ce qui conditionne la survie du projet.
Donc, ça sert à rien de créer une entreprise, lancer un projet pour pour ne pas faire le nécessaire pour le faire vivre. Donc on va chercher des clients, on se bouge. Ouais, il faut se bouger, chercher des clients, frapper à toutes les portes. Déjà, euh, en fait, mieux connaître, comprendre son concept ou son projet ou son offre pour pouvoir l'expliquer, l'expliquer, la présenter, en fait, et la vendre tout simplement. Et sur ça, ce n'est pas toujours facile. On voit, en fait, on va faire face à des refus, même parfois des refus d'une manière un peu brute. Mais bon, il faut mettre son ego de côté et avancer, c'est-à-dire mettre son ego de côté et avoir comme objectif, en fait, la réussite de son projet. C'est pour la bonne cause. Dire toujours, en fait, que voilà, c'est pour la bonne cause. Parce que la vente, c'est aussi une capacité, un art, entre guillemets, à C'est part un entière. exercice très, très, très délicat. Ouais. Si on ne le maîtrise pas, c'est là, en fait, des aspects du projet, en fait, que je conseille toujours, si on ne le maîtrise pas, et si on n'a pas la capacité de le maîtriser, parce que c'est peu qu'on le maîtrise, mais on est capable de le maîtriser. C'est très bien et super important, intéressant de le maîtriser, mais si on n'a pas la capacité, c'est mieux d'en fait de déléguer à des professionnels de la vente. Parce que c'est vraiment, c'est très délicat, c'est un art en fait. La vente, c'est un art. Soit, en fait, ça tient non pas aux connaissances, mais en fait, c'est plus au profil en fait de la personne. Pourquoi? Parce que vraiment, ça flirte avec des limites qui sont très difficiles à distinguer. C'est-à-dire proposer son offre, la vendre, sans non plus dire des bêtises, sans non plus en fait mentir, sans non plus chercher en fait à flouer les clients. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Et je reviens au point de départ, le point A. Si tu as le bon positionnement, que tu connais ton client, que tu sais son problème, sa douleur, quel message va être entendu, la vente devient plus facile parce que Ça devient plus facile parce que tu as déjà des clients qui sont déjà à moitié en fait à moitié acquis. et l'idéal c'est quand c'est lui qui veut acheter, c'est pas toi qui lui vends quelque chose, c'est lui qui veut acheter ton produit. En fait, sur ça, je vais te raconter une expérience. Euh, C'était à l'aéroport de Paris. En fait, j'avais rencontré une dame qui était de Daghestan, en Russie. Il y a, je pense, que c'était en 2013 ou en 2012. Tous les deux, on attendait l'avion. Après, on a commencé à discuter. Voilà, elle m'a posé la question, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, voilà, à l'époque, j'étais consultant. Je suis consultant en management. Il m'a dit, ah, ça tombe très bien. Moi, je suis gérant d'un magasin. Ils vendaient tout ce qui est vitre aluminium et tout ça, en fait, le vitre aluminium et tout ça, les produits de l'aluminium. Et c'est une entreprise qui a un réseau, en fait, de distributeurs. Enfin, un réseau de magasins. Et, il et il m'a dit que, voilà, ils avaient des problèmes, en fait, de vente parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à vendre leurs produits. Je lui ai dit, OK, est-ce que vous avez cherché, en fait, la cause de... Il me dit, non, la cause, c'est qu'en fait, on est cher. Nos produits sont chers. Et je lui ai posé la question, comment vous situez en fait la qualité de vos produits par rapport au marché? Et je lui ai dit ce que votre concurrence vend. Elle me dit oui, eux, ils vendent. Je lui ai dit, comment vous situez en fait la qualité de vos produits par rapport à votre concurrence? Il me dit, on a la meilleure qualité du marché. La deuxième question, est-ce que les gens, enfin les clients, rentrent en fait dans vos magasins? Il me dit oui, ils viennent, ils rentrent, ils regardent quand on leur dit les prix, et ils s'en vont. Et donc, votre problème, c'est pas le produit, c'est pas le positionnement. Euh, En fait, le problème, c'est dans votre personnel. C'est parce que un client, quand il rentre, ça, c'est parmi les premières choses on nous a appris, en fait, dans l'école de commerce. C'est-à-dire, un client qui rentre, c'est déjà un client à 50% convaincu. Ah, ok. Très bien. Mais les 50%, c'est pas évident. Euh, je veux dire, en fait, vous, personnellement, quand vous allez dans un magasin, vous attendez à quoi? Elle dit, bah, je m'attends à ce que je sois à l'aise, que je sois très bien traité,
que je sois conseiller. Enfin, quand vous positionnez, vous prenez votre posture du client, vous avez la solution à votre problème en tant que vendeur. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour vos clients? Tout simplement, je vais partir de votre personne, vos attentes, essayez en fait de les proposer à vos clients. Ils vont se sentir à l'aise, ils vont se sentir compris, ils vont se sentir... enfin, ils n'auront pas de problème en fait à acheter. Parce qu'un client, il n'est pas sensible en fait à 10-20% de plus sur le prix. Mais il faut savoir en fait ce qu'on lui vend. Si vous cherchez à me vendre, c'est-à-dire un produit et vous avez en fait toute votre attention sur mon argent, ben, je ne vais pas le sortir facilement. Mon argent, même avec une différence de 10 centimes, en fait, je peux vous changer. Mais si vous enfin, si vous me donnez l'impression que vous vous intéressez à ma personne, que l'argent, c'est juste une conséquence d'une autre transaction qui est plus sociale et humaine, je ne donnerai pas tant d'importance aussi à mon argent. Je vous payerai le prix que vous allez demander en étant très content. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai gagné, en fait, ce que j'ai acheté, enfin, il dépasse le produit. Il y a une transaction humaine, en fait, derrière, qui accompagne le produit. Quand vous réussissez, en fait, à me vendre ça, la transaction commerciale devient secondaire. J'achèterai votre problème en sachant que ailleurs, je peux trouver moins cher. Mais ailleurs, je peux pas trouver la transaction humaine et sociale, en fait, que vous m'offrez. Donc, je lui avais expliqué ça. C'était, enfin, là, j'essaie de résumer. Et on est resté en contact à l'époque, il n'y avait pas encore de WhatsApp et tout, c'était par email. Ouais. Et finalement, on a mis en place un plan d'action et ça a marché. Et ça a marché pour eux. Et là, il me dit, voilà, euh, c'est-à-dire c'est des régions, elles veulent en fait que je me déplace là-bas pour faire. Moi, à l'époque, c'était partir en Russie, c'était même pas dans... Je lui dis, enfin, vous avez la recette. Au lieu de chercher quelqu'un de l'extérieur, en fait, pour appliquer là. Pourquoi? Parce que vous l'avez en fait testé dans votre magasin et ça a marché. Dupliquez-la sur les autres magasins. Ouais. Et ça a marché. On est resté en contact je pense, jusqu'à la période de Covid. Celle-là, j'ai plus de nouvelles et je sais pas si c'est toujours en vie ou pas. Tu soulignes un point important, c'est de t'intéresser à ton client, Ouais. de tisser un lien avec Écouter le lui. client, ouais. D'abord, en fait, écouter le client. Ah, c'est 80% d'écoute. Ouais. Parce que quand on vend, enfin, il y a plusieurs postures qu'on peut adopter. Et ça, mon père me l'a toujours dit, en fait, parce qu'il était commerçant. Il me disait toujours, moi, je vends pas, je conseille. Moi, j'étais en première année, deuxième année d'école de commerce. On nous gavait à l'époque de la culture américaine et tout ça, en fait. C'est-à-dire un vendeur tueur et tout ça. Je disais, non, c'est pas comme ça. Mais en fait, c'est par la suite que j'ai compris que lui, il avait compris, en fait, le terrain. Quand ton client sent que tu le conseilles, que tu es là, en fait, pour l'aider, pour lui proposer une solution, pour l'aider, en fait, à résoudre ses problèmes, enfin, il sera conquis, tout simplement. Et entre toi qui s'est intéressé à lui et un inconnu, il va forcément acheter chez toi. Oui, même si c'est que ailleurs, elle peut trouver moins cher. En fait, ça, je pense, enfin, c'est quelque chose qu'on expérimente, en fait, tous. C'est juste, il se fait, en fait, de faire attention à nos propres comportements, notre façon de réagir, pour en déduire, en fait, la meilleure façon pour agir, enfin, pour se comporter avec nos clients. Parce que j'ai dit au début qu'on est à la fois, quand on est entrepreneur, à la fois, on est fournisseur et client. Donc, quand je suis fournisseur, j'essaie en fait d'appliquer ce que j'attends en fait des autres quand je suis dans la posture client et l'appliquer à mes clients. Est-ce que ça t'est jamais arrivé en fait d'acheter un truc plus cher plus cher en fait que chez par exemple les voisins ou ça nous est tous en fait arrivé. Bel exemple, ouais. Il y a des fois je rentre dans un magasin
je fais demi-tour. Même si je vois sur le truc, c'est-à-dire solde, remise, je sais pas quoi. Tout simplement parce que le premier contact avec le vendeur ou avec la personne en fait qui est là n'est pas bien passé. Directement, je sais, voilà, c'est-à-dire cette personne s'intéresse carrément à moi. Ce qu'elle intéresse, c'est mon argent. Et pour moi, je peux pas lui donner mon argent. Hmm. Par contre, quand je vois qu'il y a de l'humain en fait de l'autre côté, franchement, je fais pas attention. Il y a stress très psychologique aussi, hein. Ouais, c'est psychologique. La vente, c'est de la psychologie. Des fois, je rentre dans un magasin, juste l'énergie du vendeur me bloque et je Ouais. fais demi-tour, quoi. Ou tu rentres, t'as un vendeur par exemple qui te bloque, enfin qui te colle, C'est affreux, hein. bah en fait, t'as juste l'impression de partir. Mais parfois tu rentres, t'as un vendeur qui est en fait garder un équilibre entre je suis là si tu as besoin, et en même temps Je te laisse prends ton aise. respirer, ouais. Ouais. Hmm. C'est pour ça que je dis toujours en fait c'est un truc très délicat. Il faut vraiment savoir lire les gens et tout ça. Parfois on arrive, enfin, on rentre dans un magasin, on a l'impression que on passe inaperçu. Donc là, c'est pas bon. C'est un équilibre. Ouais, il faut vraiment trouver cet équilibre en fait. Je voulais aborder le choix des partenaires, des prestataires. T'as des conseils là-dessus? Pour les partenaires et les prestataires, il faut toujours en fait chercher des partenaires qui partagent les mêmes valeurs. Parce qu'on peut pas travailler, enfin avoir des valeurs qui sont contradictoires avec celles de ses partenaires et ses prestataires. Un jour ou l'autre, en fait, ça va passer vers le client. Et là, ça va tout bousiller. Donc pour moi, enfin, dans mon entourage, en fait, dans mon réseau de partenaires, je cherche toujours à travailler avec les gens qui me ressemblent. Je gagne en tranquillité. Personnellement, après, je sais pas. Enfin, après, c'est à chacun en fait de juger. Moi, j'ai besoin de beaucoup de confiance. J'ai besoin en fait de pouvoir faire confiance. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps, l'énergie et la force de faire attention. Donc vraiment, j'ai besoin de se sentir dans un milieu où je lâche prise. Ouais. Je sais même si par exemple je fais pas attention à un truc, je vais un truc, je sais que tu vas me le dire. Pourquoi? Moi aussi, je fais la même chose. Donc pour moi, c'est comme ça. Après, comme je dis, en fait, c'est à chacun de juger par rapport à sa personnalité, par rapport à ses valeurs, par rapport à son objectif. Mais euh, en gros, généralement, il faut vraiment travailler avec les gens qui lui ressemblent, qui nous ressemblent en fait. Avec enfin, qui partagent enfin, nos valeurs, les valeurs de notre entreprise, parce que chaque entreprise doit avoir en fait des valeurs à transmettre aux clients, à ses clients. Donc, je peux pas transmettre des valeurs à des clients en travaillant avec des gens qui ont des valeurs complètement différentes. Et comment t'arrives à découvrir si ces valeurs sont alignées avec les tiennes? C'est dans la transaction. En fait, le déroulement de la transaction, on découvre tout simplement si on a les mêmes valeurs ou pas L'échange? dans l'échange. Ouais. Quand la confiance est brisée et trahie, tant pis pour lui, il perd un associé ou Ouais, un... il perd un client, il perd un fournisseur, il perd un associé, Il joue sa réputation. mm, tout simplement. Parce que surtout, enfin, les gens ils disent toujours que voilà, ça derrière. Je veux, ça me fait rire un peu parce qu'on me dit assez souvent, euh, je veux travailler, enfin, réglo, en toute honnêteté et tout ça. Mais le problème c'est que je peux pas faire, enfin, je peux pas faire vivre, enfin, je peux pas en fait faire vivre mon projet, gagner de l'argent si je fais pas comme tout le monde. En fait, partout, il y a des gens qui sont comme nous. C'est-à-dire qui cherchent en fait des gens honnêtes, des gens sérieux. Il suffit juste en fait d'avoir le temps et de les chercher. Je fais toujours une analogie par rapport aux électrons. Le- les parasites en fait de domaine les parasites du business, ils ont une capacité en fait de mouvement que même en étant
pas nombreux, et ils arrivent en fait à se retrouver dans plusieurs endroits presque au même temps. Ouais. Donc on a l'impression que ils représentent la majorité du tissu en fait soit de la société ou de l'entrepreneuriat. Ils sont toujours minoritaires, mais ils ont cette capacité en fait de se retrouver partout. Alors que les autres, qui sont honnêtes, qui sont corrects, ils bougent pas beaucoup. Parce que, enfin, elles restent dans leurs endroits. Elles regardent juste à côté. Si à côté j'ai quelqu'un qui est honnête, ben, je veux travailler avec lui. Je l'ai pas, ben, j'attends. Du coup, ils mettent beaucoup de temps pour construire en fait leur réseau. Mais une fois le réseau est construit, c'est vraiment, ça devient durable. Parce que je peux pas lâcher quelqu'un de correct, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui partage mes valeurs, en fait. Je peux pas le lâcher. Mm. Personne ne peut le lâcher. Donc, il faut juste, en fait, essayer de bouger un petit peu, aller les uns vers les autres, pour pouvoir se connecter. Et une fois on a construit ce réseau, ben, ce que j'appelle, en fait, les parasites, on les voit plus. T'as Et même je dis, une ouais, protection, hein. ouais, et je dis toujours, en fait, parce que là, surtout quand je fais des formations sur l'entrepreneuriat, il y a des jeunes, ils me disent, ouais, mais si on est honnête, on pourra pas travailler, on pourra pas gagner de l'argent et tout. Je leur dis, ok, supposons qu'il y a, c'est-à-dire un empereur de je sais pas quoi, du trafic, de la corruption, de la malhonnêteté et tout ça. Quand il veut travailler, enfin, quand il veut travailler pour lui-même, c'est-à-dire, je sais pas, il a besoin de construire sa maison, il a besoin de bricoler un truc pour soi-même, en fait. Vers qui il va se tourner? Il va demander, en fait, à ses assistants de lui trouver quelqu'un d'honnête. Donc, il suffit d'être cette personne honnête. Une personne de confiance. Ouais. Lui, il est pas quelqu'un de confiance, il est pas honnête, mais quand il veut faire quelque chose pour lui-même, il va chercher en fait quelqu'un d'honnête et de confiance pour le faire. Donc, il suffit d'être cette personne honnête. Les gens qui veulent s'installer au Maroc, entreprendre ici, ils ont peur souvent de tomber sur les mauvaises personnes et Oui, il a raison. Ils ont raison. Parce enfin, il y a des requins aussi. ouais, comme je viens de dire tout à l'heure, ces gens-là, ils ont une grande capacité de se retrouver partout. Ils connaissent très bien le milieu, ils connaissent très bien l'environnement. Et généralement, ce type de personnes, c'est des gens qui sont, c'est-à-dire à un niveau, ça, des gens très intelligents qui arrivent en fait à lire enfin, c'est des profilers en fait. Ils ont des proies. Ouais, ils arrivent en fait à lire directement, c'est-à-dire à identifier leur proie. Euh, Ils peuvent passer d'un profil à un autre. C'est-à-dire, ils ont une grande capacité d'adaptation. Donc, c'est pour ça que il faut venir passer suffisamment de temps avant de commencer. En fait, enfin, pour aller, en fait, au-delà de ce cercle. Parce que ces gens, ils sont très bien positionnés. C'est-à-dire, c'est le premier, en fait, cercle que l'on rencontre. Du coup, quand on vient prendre son temps pour regarder, en fait, c'est-à-dire aller s'aventurer au-delà de ce cercle. C'est là on peut rencontrer des gens qui sont bien, qui sont... Et je reviens à mes services et la formation Objectif Maroc que j'ai. Beaucoup de personnes qui rentrent dans la formation sont rassurées justement d'avoir ces premiers contacts. Donc, mon réseau, toi, parce qu'ils démarrent sur le bon pied, tu vois. Bah, c'est un avantage, c'est pour ça que j'arrêterai pas de conseiller aux gens c'est-à-dire, soit passer ça à la masterclass, soit de passer par ta chaîne, qui est un très bon canal. On peut trouver, en fait, tous les corps de métier, tous les services, et t'as une très belle communauté, et c'est une communauté qui est sélectionnée. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, il y a un travail de filtrage, en fait, qui a été déjà fait. Pour un entrepreneur, c'est très intéressant, très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, enfin, ça va leur permettre de gagner le temps, en fait. Parce que ce filtrage, il doit être fait. Ouais.
Si on tombe dans un réseau qui est déjà filtré, ça nous fait gagner du temps et de l'argent et de Et l'énergie. ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que j'ai un groupe WhatsApp juste pour les membres de la formation. Et il y a beaucoup d'échanges, de partages, de rencontres. Ça, c'est un énorme plus aussi, hein. T'es pas tout seul, quoi. Oui, c'est un outil important. Et j'imagine que si on veut pas, enfin, si on se met dans cette dynamique de chercher, on mettra beaucoup de temps de trouver un outil comme ça. Mm. Alors, puisque quand il est déjà proposé, pour moi, c'est une bénédiction. Moi, j'aurais bien, enfin, quand je suis arrivé à Marrakech en 2000, c'est en fin 2014-2015, j'aurais bien aimé tomber sur un truc comme ça. Moi, j'ai dû faire, certes, tout ce travail. J'ai perdu, enfin, minimum 2 ans à faire ce travail de filtrage. Mm. C'est-à-dire, j'ai dû, en fait, me retrouver dans des réseaux, en sortir pour reconstruire d'autres. Et ça demande, c'est un effort énorme. C'est vrai, enfin, c'est très formateur. Ouais. Mais ça demande beaucoup d'énergie, si on n'est pas très, très solide mentalement, on va vite abandonner. Comment est-ce qu'on peut conclure justement cet échange sur le parcours d'un entrepreneur? On n'a pas tout dit, mais on a déjà. Il y aura des choses à dire dans la masterclass. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, Ce qui est bien avec toi, c'est que, c'est-à-dire, on laisse les choses aller en fait comme elles arrivent. toi, tu vas intervenir à la masterclass. Souvent, c'est toi Ouais. le bouquet final et c'est une conférence interactive. Toi, tu vas expliquer vraiment les étapes de l'entrepreneuriat et les participants échangent avec toi. Il y a beaucoup d'interactions. Ouais, enfin, c'est le format que j'apprécie le plus. Comme tu sais, je suis pas un très bon parleur. Non, t'es très bien, là. Ouais. Mais dans l'interaction, c'est très bien. Parce qu'en fait, quand il y a de l'interaction, on répond à des questions qui sont concrètes, à des questions en fait, qui sont posées par des gens qui sont intéressés. Et ça permet d'offrir un cadre et un guide, en fait, même pour le développement et tout ça. Parce qu'une question, ça permet euh, ça a développé les points enfin, qui sont à développer. Mhm. Quand on prépare, peut-être on va s'attarder sur des points, alors que, par exemple, pour les gens, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Même si on se dit, voilà, ce point, il est très important, très intéressant. Eux, ils veulent leur cas, Ouais, leur mais à chacun problème. son cas, Ouais. chacun son problème. Donc, Et dernière question, si tu te projettes dans le futur, 2026, 2030, le Maroc, il y a des secteurs plus porteurs que d'autres dans l'entrepreneuriat. euh, enfin, il y a le secteur de commerce électronique, nouvelles technologies qui monte, je pense, c'est un peu mondial. D'ici 2030, il y a le secteur du tourisme et tous les services en fait qui sont Ça va continuer à liés au grimper. tourisme. Ouais, ça va continuer à grimper minimum jusqu'en 2030. Et je pense que au-delà aussi. Au-delà, ouais. Ouais. L'immobilier, je sais pas pourquoi je suis pas aussi en fait optimiste que la plupart des gens, mais j'ai l'impression que ça va ralentir en fait, même avant 2030. Il y a déjà des signes. Ouais, je sais pas, j'ai cette impression, mais Il y a une et explosion des prix aussi c'est ça en fait, il y a une explosion des prix qui est déconnectée de la réalité. Du coup, ça peut pas continuer comme ça, parce que enfin, quand on achète pour investir, bon, enfin, on calcule la durée c'est-à-dire de retour sur l'investissement. Donc, je pense pour l'immobilier, je sais pas, je suis un peu sceptique. Il y a le secteur industriel, enfin industriel en fait, et tous les services liés à l'industrie Mm. qui montent aussi. Donc là, le Maroc, il est sur une très bonne trajectoire, pourvu que ça continue. Donc, et je pense que même en termes, enfin, si on va revenir à la question sur les aides et tout, je pense même pour les aides et les programmes d'accompagnement, même l'État, enfin, il les oriente de plus en plus vers des secteurs industriels, en fait, vers le secteur industriel. Euh, donc, je pense que si je veux miser sur des secteurs, ça doit être en premier lieu tout ce qui est en lien avec les nouvelles technologies, euh, l'industrie et le tourisme.
Et l'aide à la personne, le bien-être, Euh, le ça monte bien, aussi. ouais, le bien-être, ça monte, mais très lentement. C'est une niche. Ouais, Mm. c'est une niche, je pense, vers 2035, je crois. C'est l'après 2030, ça, l'après la Coupe du Monde. C'est la dynamique est restée la même. 2035, je pense, tous les services à la personne, ça va vraiment exploser. Là, ce qui est présenté, enfin, actuellement, on est encore c'est-à-dire, on est encore, en fait, dans l'étape de formation du marché. Parce que même sur le plan démographique, il y a la pyramide c'est-à-dire de la démographie marocaine qui est en train de changer. Donc, le premier résultat, je pense, ça va être vers 2035, 2040. Le secteur du bien-être, c'est 2017, 2018, 2019. On avait l'impression que ça a explosé, en fait. Oui, Mais c'est un effet de mode. ça a retombé là Ouais, depuis. c'est vite retombé, en fait. Ouais. Enfin, à l'époque, tout le monde parlait bien-être, tout le monde, en fait, se présentait comme coach, je sais pas quoi, en fait. Mais ça s'est vite retombé. Et une fois l'effet mode est passé, bah, ça, mais enfin, le déclenchement de la dynamique réelle, je pense, moi, en tout cas, personnellement, je la situe au-delà de 2030. Peut-être que ça touche uniquement les classes très aisées du Maroc actuellement. Ouais. Euh, je dirais pas aisé, mais en fait, c'est plus des classes qui sont un peu averties. Consciente? Ouais, Mm. c'est c'est plus, enfin, c'est la classe moyenne. La classe moyenne instruite et tout ça, en fait. Donc, ce sont eux, en fait, c'est cette classe qui s'intéresse à ça. Et comme c'est un peu des personnes qui sont instruites, un peu, qui ont un niveau intellectuel et d'instruction assez important, enfin, ça leur donne aussi un peu l'impression d'être connectés en fait avec le monde du futur, avec toutes ces questions de l'écologie, bien-être, vivre mieux. C'est pour ça que je dis que enfin, c'est toujours en fait un effet de mode. Mm. C'est pas encore devenu une culture. L'avantage, c'est que vous, les Marocains, vous êtes assez ouverts quand même. Surtout ce qui est alternatif aussi. Ouais, enfin, c'est une société qui est ouverte et curieuse. C'est pour ça qu'il y a des bulles comme ça, en fait. Parfois, t'as un truc qui arrive, il est nouveau, et vite, ça explose. Parce que ça retombe quand il n'y a pas, c'est-à-dire les conditions socio-économiques, en fait, nécessaires pour la durabilité, en fait, du phénomène. Parce que les questions du bien-être, c'est, c'est quelque chose enfin, qui vient après savoir satisfaire un certain nombre d'autres besoins. Ça nécessite en fait un niveau intellectuel, voilà, c'est-à-dire parce que sélectionner ce qu'on mange et tout ça, par exemple, j'ai cet exemple. Il y a des gens c'est-à-dire qui le font. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus. Il y a des gens qui le font parce que, voilà, ils veulent ressembler en fait à une catégorie de personnes. Enfin, ils veulent s'identifier en fait à une catégorie Je de fais personnes. partie de ce groupe. C'est ça. Bah, je ne sais pas, ça dépend Non, de c'est ce comment. qu'ils se disent, tu vois. Ouais, voilà, c'est Il ça. veut faire Voilà, partie de ce groupe voilà, de... c'est ça. Ouais, Mm. ouais, c'est-à-dire, voilà, je suis ouvert sur le monde, je fais attention à ma santé et tout ça. Alors que historiquement, si on revient 20 ans en arrière, peut-être un peu plus, ces questions ne se posaient pas. Déjà parce que le rythme de vie était beaucoup plus sain. Les gens, naturellement, mangeaient sain sans savoir, enfin, sans avoir en tête toutes ces idées. Et c'est un peu ce qui fait un peu, ce qui est un peu malheureux en fait au Maroc, c'est que pour l'Europe, ça peut remonter au début du XXIe siècle, ou c'est-à-dire enfin, plusieurs décennies. Alors qu'au Maroc, en fait, enfin, ça remonte à enfin, deux, trois décennies. On mangeait bien, enfin, on mangeait bien, euh, on vivait bien, c'est-à-dire sur pas mal d'aspects. Ce qui n'est plus le cas. Ouais, on était obligé en fait, c'est-à-dire c'est comme si on était obligé en fait de bousiller notre système en fait, pour par la suite chercher à le retrouver avec
C'est-à-dire, enfin, on avait un truc, on l'avait lâché, on commence à le rechercher. D'ailleurs, pour moi, il y a beaucoup de potentiel dans la santé des seniors. Plus de 40, plus de 50, plus de 60 ans. Ouais, Et c'est tu pour les ça que, vois, ils vont dans les salles de muscu aussi, ouais, ça commence c'est à... pour ça que je situe, en fait, c'est-à-dire l'explosion Ça de ce commence. marché vers 2035, au-delà de 2035. Ouais. Parce que on voit ça, on voit les seniors et les pré-seniors, je sais pas si ce terme existe, mais c'est des gens, en fait, que, voilà, c'est-à-dire 55 ans, 60 ans et tout, qui s'intéressent à ça. Ils font du sport, en fait, c'est-à-dire elles s'intéressent, en fait, à leur mode de vie. Ces générations qui ont, enfin, 25, 30 ans, 35 aujourd'hui, ils sont déjà, c'est-à-dire, ils sont déjà, en fait, dans phase. Je sais pas qu'elles sont déjà dans cet esprit, mais au moins, ils sont déjà sensibilisés. Ouais. Même si ils n'appliquent pas, mais d'ici une dizaine d'années, ils vont commencer, en fait, à s'y mettre aussi. Et après un certain âge, ta santé, c'est ton bien le plus précieux. C'est Il ton te reste plus capital, que hein. ça, quoi. C'est ton premier capital. Si tu veux durer Mais encore. à partir de quel âge on se rend compte de ça? Mm. C'est à partir Souvent de, trop tard, ouais, c'est à partir de 40 ans. ouais. C'est à partir de 40 ans qu'on se rend compte que, voilà, en fait, le seul capital qu'on a, c'est le capital santé. Ouais. Et cela, on commence à rattraper, en fait, à chercher à rattraper les années perdues. Mais quand on a 25, 30, enfin, c'est On n'y rarement, en fait, pense qu'on pas, ouais. s'intéresse à ça. Mm. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, notre capital santé, en fait, il commence, enfin, il continue, en fait, à augmenter. Et on oublie que, voilà, que par la suite, enfin, dans une dizaine d'années, il va commencer à diminuer. Et ce déclin, il commence généralement à 40 ans. Moi, j'ai commencé à 30 ans à préparer L'après 40. ma version Ouais. pour vivre le plus longtemps en bonne santé, quand même. Mais c'est une question de conscience, ouais. C'est question, ouais, c'est ça en fait. C'est question de conscience, de culture. Mais ça me fait plaisir de voir à la salle de sport à la fois des jeunes de 15-16 ans et des gens de 60, 70. Mm. Même les matins, tu vois, par exemple, les grandes artères de la ville, t'as Ça marche, ça court. ouais, la marche, enfin, justement, des seniors, des femmes et tout ça. Beaucoup, ouais. Ouais, de plus en plus. Moi, j'ai la forêt à Kenitra. Ouais, ça, c'est bon. Les hommes courent, il y a des marcheurs, des groupes de femmes. Les gens restent quand même actifs, sauf ceux qui sont en trottinette électrique, Ouais. qui m'énervent un peu. Ouais. Ils sortent le matin avec des trottinettes. C'est très dangereux. Je sais Ouais, pas ce que le Maroc va faire avec ça, mais ouais, c'est déjà les motos c'était dangereux, mais des trottinettes, c'est plus, ouais. bah t'as un risque de mort immédiat. Ouais, c'est bon. Après, le problème, c'est que aussi, enfin, les routes et tout ça sont pas vraiment adaptées. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça, c'est notre sujet. On le laisse le spécialiste. Ah, merci pour cet échange. Donc on te retrouvera à Marrakech début janvier à la Inch'Allah. masterclass. Ça sera avec un grand plaisir. Je laisse ton contact en description. T'as un message direct pour les abonnés? Enfin, le message direct, c'est, moi, enfin, je reviendrai en fait à la question dont j'avais parlé tout à l'heure. Euh, Quand on a une idée de projet, il faut pas se précipiter, surtout quand on veut, par exemple, la lancer dans un autre pays. C'est, on a l'impression de, par exemple, dire, voilà, 6 mois, c'est plus, je vais perdre 6 mois de mon temps. Mais non, c'est pas 6 mois de perdu, c'est vraiment 6 mois de gagner et même des années de gagner peut-être pour le projet. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes basé, même pour les Émirats, parce que quand on vient en tant que, ça, pour les vacances d'été et tout, c'est pas pareil que quand on vient pour lancer un projet. Peut-être que ça va surprendre, mais il y a beaucoup d'Émirats enfin, qui viennent pour lancer des projets, mais qui réussissent pas, qui repartent. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à venir passer plus de temps ici, au Maroc, soit, enfin, dans la ville enfin, où vous voulez vous installer. Ça ne peut que vous aider, en fait. Donc, je pense que c'est le conseil. Ça fait des années que je donne ce conseil. À l'époque, même sur Facebook. J'étais actif, à une certaine époque dans les groupes, en fait, sur Facebook. C'était le premier, enfin, le premier et le conseil principal que je donne aux gens. Après, le reste, c'est technique. C'est question d'information.
Ces questions d'information, en fait, on peut la trouver soit sur Internet, dans les administrations, auprès des spécialistes et des experts. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'en soi-même, c'est sa capacité de s'adapter au marché, au contexte, et sa capacité, en fait, de travailler dans ce contexte. Donc, c'est la première chose à tester, avant de tester son idée. Validé. Et je vais faire mon appel à l'action final. Donc, si vous voulez plus de contenu sur l'entrepreneuriat au Maroc, il y a une playlist qui va s'afficher. On a déjà passé plus de 60 interviews sur la chaîne. Donc, vous allez trouver forcément quelque chose qui vous intéresse. Donc, checkez sur la playlist.